Et c'est parti à présent pour Smart Bourse, une quarantaine de minutes ensemble pour commenter la riche actualité financière. Nous avons le plaisir d'être accompagnés ce soir en plateau par Virginie Robert, présidente de Constance Associés. Bonjour Virginie Robert. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le Merci. plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir également d'être accompagnés par Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux crédit chez CPRAM. Bonjour Zakaria Darwish. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, tout un programme, l'obligataire ou le marché de crédit. On va y revenir ce soir dans Smart Bourse, mais avant cela, nous avons également le plaisir d'accueillir Florian Yelpo, responsable de la macro pour Lombard Odier Investment Manager. Bonsoir, Bonsoir Nicolas. Florian Yelpo. Bon, on a entendu effectivement deux actualités qui ont été rappelées dans Tendance Mon Ami. D'abord, évidemment, la démission de Liz Truss et ensuite ces publications de résultats dont on a du mal à comprendre si c'est pourquoi certaines bonnes publications de résultats sont mal interprétées par le marché. On va y revenir. Tout d'abord, on va commencer avec vous, Florian Yelpo. Liz Truss a démissionné 45 jours après le début de son mandat, après que les yeux de la planète finance aient été braqués sur le Royaume-Uni du fait, c'est ce qu'on lit aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas passé loin d'une crise systémique si jamais la Bank of England n'était pas intervenue. Est-ce que cette démission de Liz Truss est un événement pour la place financière ou un non-événement au vu du fait que la Bank of England ait déjà réagi et que globalement la situation était maîtrisée? C'est plus ou moins un non-événement. L'élément important, c'était le retrait du mini-budget. Il faut garder en tête que lorsqu'on est dans une période de la Banque centrale n'est pas dans une disposition qui devrait l'amener à protéger de la remontée des taux, lorsqu'on présente un budget et qu'il n'est pas financé, mécaniquement, il y a une prime de crédit qui va s'ajuster, c'est-à-dire que les marchés financiers vont demander simplement un peu plus de taux pour compenser l'augmentation du risque associé au non Grande-Bretagne. Le retrait du mini-budget, évidemment, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là. C'est aussi une bonne nouvelle pour la Bank of England, pour la Banque d'Angleterre, qui va pouvoir reprendre sa lutte progressivement contre l'inflation. Est-ce qu'on est sorti d'affaires pour autant? Pas spécialement. Il faut se souvenir que les LDI, donc ces fameux systèmes qui sous-tendent les caisses de retraite en Grande-Bretagne vont faire face à une nouvelle échéance de refinancement qui aura lieu à la fin de cette année, aux alentours des derniers jours du mois de décembre. La question va se poser à nouveau. Est-ce qu'ils peuvent supporter, en termes de liquidité, des taux aussi élevés qu'aujourd'hui ? Sachant que donc, le risque est toujours présent pour les fonds de pension britanniques aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte en fait, au moment du mini-budget et c'est un risque qui dure dans le temps alors même que le mini-budget a été retiré. Il y a des périodes de refinancement qui sont régulières. Donc aussi longtemps que les taux vont continuer à monter, on va avoir un moment où, pour le dire simplement, on est tous habitués à un monde de taux très bas. Okay. Donc on a mis en place plein d'éléments en termes de gouvernance qui fonctionnent quand les taux sont très bas. Maintenant on a beaucoup d'inflation, il faut qu'on lutte collectivement contre cette inflation. Le seul élément que l'on connaisse, la seule façon que l'on connaisse de lutter contre l'inflation, c'est de monter les taux, ralentir l'activité économique, nous plonger dans une récession, éliminer l'inflation. Maintenant remonter les taux, ce qu'on a oublié, c'est qu'on vit aux dépens de ce système de taux très bas. On vit aux dépens de ça, on se rend compte du côté obligataire directement, on se rend compte du côté du marché action également, parce que le style croissance a bien profité de ça. Sûr, oui, on se rend compte aussi que collectivement, nos caisses de pension, nos caisses de retraite, surtout les caisses de retraite qui sont, d'ordre privé, ont aussi commencé à muter pour profiter de cet environnement de taux bas. Maintenant, les taux remontent et ça va mettre en question l'ensemble de ce système. C'est une évidence. Zakaria Darwish, sur la situation britannique. Donc effectivement, il y a la démission de Liz Truss. On a d'ailleurs vu les marchés financiers actions pour le coup bouger un petit peu, puis revenir là où ils étaient avant l'annonce de la démission. Donc on sent effectivement que, comme nous le dit Florian Yelpo, c'était un non-événement. Je voudrais revenir sur une autre actualité, c'est que la Bank of England a dû intervenir pour rectifier une information du Financial Times qui expliquait qu'elle allait devoir encore une fois reporter son programme de vente d'obligations. La Bank of England a précisé qu'elle ne le ferait pas, que ça commencerait bien effectivement au 31 octobre pour les obligations d'État. Ça veut dire que là, quelle que soit la situation, même si on a mis en lumière un risque, notamment sur les fonds de pension, la Bank of England est décidée à agir sur son resserrement monétaire. Oui, tout à fait. Rappelons qu'en Angleterre, le taux d'inflation est caracole au-dessus de 12%. Donc la Banque d'Angleterre, elle est complètement dans son mandat. Sa priorité principale, c'est de remonter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Elle a dû agir dans l'urgence pour sauver une situation critique parce qu'on était en face d'un risque systémique. Et d'ailleurs, ce n'est pas le comité de politique monétaire
dit d'agir, mais plutôt le comité de stabilité financière. Bien sûr. Mais dans l'exercice, commencer à une sorte de quantitative easing, alors que le quantitative tightening était attendu pour la semaine d'après, la Banque d'Angleterre a joué un peu de sa crédibilité. Il faut bien retrouver cette crédibilité-là, et c'est pour ça que voilà, il y a le quantitative tightening qui revient. Le quantitative easing a été limité dans le temps, ça a donné une petite fenêtre au fameux fonds de pension pour réarranger la chose dans un contexte délicat. Puis maintenant, en fait, repriorité à l'inflation du côté de la Banque d'Angleterre. Et c'est aussi un signal, le marché a donné un signal au gouvernement, comme quoi une politique fiscale non financée, ce n'est pas possible, c'est un problème, surtout dans un pays où on a un twin déficit, un déficit budgétaire, un déficit de la balance commerciale, un pays qui a besoin justement de ces financements étrangers pour pouvoir fonctionner. Et alors, pardon, question peut-être un peu ingénue avant de parler de la saison des résultats, mais des décideurs politiques qui proposent des mesures ou des budgets dont on se demande comment ils vont être financés, c'est pas propre au gouvernement britannique en cette période actuelle. Comment est-ce qu'on en arrive à un risque systémique en à peine une semaine ? Alors, comme soulignait Florian, c'est tout le système tel qu'il est bâti. Ces fonds à LDI, leur positionnement, ils marchaient avec un environnement de volatilité normalisée des taux d'intérêt. Oui. Ce qui a surpris, ce n'est pas tellement le fait que les taux d'intérêt montent, c'est la vitesse avec laquelle ils sont montés. Oui, c'est ça, c'est qu'il y avait une anticipation que les taux d'intérêt montent, mais pas forcément aussi rapidement. Exactement. C'est cette accélération-là qui fait que ça crée un risque systémique et qu'il fallait agir de toute urgence. Et là, c'est pareil, au fait, effectivement, il y a plein de gouvernements qui sont plutôt dans la politique fiscale expansionniste, qui va à l'encontre de ce que font les banques centrales en ce moment, mais c'est aussi une question d'amplitude, c'est une question de préparation à l'avance. Bien et sûr. En fait, on voit qu'il y a quand même une certaine discipline fiscale dans la plupart des pays qui fait que le système tient plutôt bien. La Bank of England a donné 3 jours au fonds de pension, ça suffira pour déboucler un certain nombre de positions, ça suffira pour revenir sur un fonctionnement un peu plus normal. Je pense qu'il y a les mesures d'urgence, et 3 jours... Il faut faire avec. On peut déboucler toutes les positions en 3 jours, on perd forcément de l'argent. Certainement pas. Oui, mais il faut dégager assez de liquidités pour pouvoir le faire. Et 2, en fait, l'effet vertueux de la Banque d'Angleterre, ce n'était pas tellement le fait d'avoir des taux d'intérêt qui rebaissent, c'est vraiment calmer la volatilité, c'est-à-dire de ne plus avoir ces mouvements de 100 points de base sur une journée d'un taux d'intérêt. Ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas d'habitude dans une économie développée, encore moins en Angleterre. Virginie Robert, on va commenter avec vous dans un instant la saison des résultats aux États-Unis. Avant, un commentaire peut-être sur cette démission de Liz Truss. Vous partagez l'idée que c'est un non-événement aujourd'hui ? Non, je ne pense pas que ce soit... On l'attendait, évidemment, depuis quelques jours, on attendait sa démission. C'est très clair que... Non, je crois que c'est surtout la leçon qu'on peut en tirer. C'est quand même assez dramatique d'avoir un gouvernement qui s'installe pour 45 jours et qui, pour des velléités de vote, enclenche un programme budgétaire qui est complètement déplacé. Mais bon, on peut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, on parle tous d'inflation, de récession possible. On en est là aussi parce que, et c'est pas pour jeter la pierre, puisqu'on a vécu un événement très exceptionnel avec la crise du Covid, mais le jeu des politiques budgétaires et monétaires, et le fait qu'elles soient, je dirais, en parallèle, et parfois c'est vrai qu'en ce moment on a encore des brides de politiques budgétaires accommodantes avec des politiques monétaires très restrictives, c'est très compliqué pour l'économie. Et on peut se poser la question de ce décalage de compétences quand même de la part des politiques, parce que il y a un moment donné, et là on se dit, et pour le cas de l'Angleterre, vous avez probablement vu que Boris Johnson va se présenter. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même un super sketch. Et donc on n'y comprend plus rien. Mais bon, comment c'est quand même assez étonnant. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'avec cette pandémie, on aura tout vu finalement, et les conséquences de cette pandémie. Voilà. Mais alors, est-ce que ça peut... Alors effectivement, la croissance n'est pas dans le mandat d'une banque centrale, mais est-ce qu'on peut se poser la question si peut-être que demain, en Europe, face à la BCE ou aux États-Unis, le politique et la banque centrale, ou en tout cas le politique écouterait plus une banque centrale avant de prendre des mesures budgétaires, ou ça c'est pas envisageable ?
Du fait de l'expérience britannique qu'on a connue en ce moment? Je pense que tout est lié. Je ne crois pas au principe. Évidemment, il y a ces principes d'indépendance, mais on peut quand même se poser les questions, y compris aux États-Unis. C'est très compliqué. Bon, je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie indépendance. Et d'ailleurs, c'est peut-être logique, quelque part. Voilà. Tout le monde est acteur et tout le monde doit participer. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait effectivement une vision longue qui soit efficace. Et c'est un exercice très, très difficile. Florian Yelpo, ça va poser les bases d'une nouvelle manière de réfléchir à un budget aujourd'hui, dans une période aussi tendue financièrement et en réajustement finalement d'une économie pré-Covid à une économie post-Covid, l'exemple anglais? Il faut surtout pas voir l'exemple anglais comme un cas isolé, en fait. D'accord. Parce qu'on a toujours cette crise énergétique en Europe. La tentation des gouvernements européens de protéger leurs citoyens, c'est un peu leur mandat, va être très importante. Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle source de financement lorsqu'on est aux portes d'une récession? Je trouve ça difficile à dire. Et en plus, si on regarde un petit peu l'histoire, le dernier moment où on a eu un peu une remontée des taux équivalente à ce qu'on a aujourd'hui, pas évidemment dans la même amplitude, je vais sortir la carte de la fin des années 70, mais même lorsque Volcker, même lorsque la Banque de France, la Bouba, se sont mis à conjointement remonter les taux très fortement, on a observé des déficits fiscaux, des déficits budgétaires de la part des États-Unis, de la part de l'Allemagne d'Helmut Kohl, et en France, la transition politique s'est opérée du centre droit vers la gauche. Donc c'est dire à quel point cette politique monétaire, en fait, elle peut avoir des impacts sur nos sociétés qui sont plus importants que ce qu'on peut imaginer. Cette période de taux qui est en train de remonter va pousser à une tentation pour tous les États de protéger leurs citoyens. Je pense que ça, c'est un sentiment qu'il faut qu'on ait tous, et ça va créer cette incertitude que vous évoquiez. Donc il n'y a pas forcément d'indépendance, effectivement, comme vous le disiez. C'est connecté, c'est un écosystème, en fait. C'est un écosystème avec des missions différentes et donc avec des enjeux différents qui peuvent aller en contradiction. Des conflits ouverts. Des conflits. Oui, bien évidemment, oui. Je sens que vous vouliez intervenir, Zakaria Darwish. Non, mais en fait, je rebondis sur le point, c'est que effectivement, l'exemple anglais est justement un exemple pour plusieurs autres économies. Après, quand on regarde les mandats spécifiques des différentes banques centrales, oui, elles ont pas toutes les mêmes, c'est vrai. Oui, bien sûr. Voilà, les États-Unis, ils ont aussi le mandat de la croissance, donc ils vont regarder de ce côté-là. Et puis, le gouvernement peut se permettre des aisances, on va dire fiscales, parce que c'est quand même c'est une devise de réserve, le dollar. Donc ça donne cette capacité-là que l'Angleterre avait à l'époque. Hein. Ça représentait 25% des réserves de change dans le monde. Maintenant, c'est 5%. Donc la donne a changé. La BCE, elle pourrait soutenir une politique fiscale, mais son rôle, c'est plutôt dans la non-fragmentation des pays de la zone. Bien sûr. Du coup, ça nous arrange aujourd'hui parce que les pays les plus faibles sont ceux qui vont être aidés par potentiellement un mécanisme de TPI, ou en tout cas par la communication, qui est un des outils de la Banque centrale, pour soutenir quelques exceptions en termes de déficit fiscal. Donc, en reprenant tous les éléments, on se trouve que la situation en zone euro et aux États-Unis peut aller vers plus de déficit, et certainement on va aller sur plus de déficit compte tenu de la conjoncture actuelle, mais le risque systémique n'est pas forcément une fatalité. Voilà. On peut l'éviter. Voilà, tout à fait. Bon, on va revenir effectivement sur les sujets Banque centrale et inflation. Avant ça, place à l'actualité, à la saison des résultats. Avec vous, Virginie Robert, on a eu pas mal de publications de résultats aux États-Unis. Netflix, Tesla, Procter & Gamble, des compagnies aériennes, IBM. On va les commenter ensemble. J'aimerais bien commencer avec Tesla, parce que quand on lit les résultats de Tesla, on voit que Tesla a augmenté son chiffre d'affaires de 56%, que son résultat net a plus que doublé, 3,3 milliards de dollars. N'ont jamais été aussi fort. C'est un trimestre, en valeur absolue, c'est un trimestre exceptionnel. Mais ça ne suffit pas pour le marché. Non, je pense il faut voir plus loin. En fait, c'est le discours d'Elon Musk qui est prudent et qui est, je pense, avec une grande honnêteté, de dire que c'est choppy, hein, c'est compliqué parce qu'il y a un ralentissement de croissance. Bon, il y a encore quelques problèmes de livraison, etc. Mais enfin, ça, je pense que ça va s'estomper. Mais oui, clairement, on est dans un environnement qui est compliqué. Et toutes les sociétés, quelle que soit la qualité des résultats, de toute façon, vont communiquer. Certains
sur des sujets. Alors, il y en a, ça va être plus le taux de change. D'autres, ça va être plus le margin crunch, enfin la difficulté sur les marges, c'est probablement ce qui va toucher les sociétés de consommation générale, ce qu'on appelle les staples. Pour le moment, Pepsi a plutôt bien publié, mais bon, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, chacun a ses sujets. Et on a tous des sujets parce que c'est un environnement très compliqué. Donc Tesla, moi je pense que le sujet dans le marché, je dirais que le titre est fébrile parce qu'on s'interroge davantage sur la capacité de Tesla de rester. On sait que la compétition... on entend qu'au Mondial de l'automobile à Paris, il semblerait que les stands soient à 50% occupés par des constructeurs chinois. Je n'ai pas été vérifié, donc je ne peux pas l'affirmer, mais il semblerait que, on sait que ça va être beaucoup plus challenging d'un point de vue compétition, qu'il y a l'environnement. Donc effectivement, Elon Musk a donné un discours un peu plus prudent pour le prochain trimestre, et ça ne suffit pas pour, effectivement, le marché. Et il y aura des questionnements. Et ça me rappelle, finalement, dans le passé, quand on a eu des questionnements aussi sur... au début d'Apple, enfin au début, pas au tout début, parce que Apple, c'est plusieurs histoires, mais de se dire, est-ce que finalement la concurrence, ça va être ça la vraie question de Tesla. C'est est-ce que la marque Tesla, va rester... la première marque, la référence, et la marque un peu luxe aussi, un positionnement particulier qui fait que ça restera Tesla. En fait, elle est là la question sur le long terme. Voilà. Donc il y a de la fébrilité, il y a un discours un peu prudent d'Elon Musk. Donc c'est normal que ça soit un petit peu pénalisé aujourd'hui. À l'inverse, on a d'autres résultats. Globalement, le début de la saison des résultats est assez positif actuellement. Oui, alors sur le marché américain, on a 18% du S&P 500 qui a publié, donc un peu plus de 80 sociétés. Donc c'est pas suffisant pour avoir, je dirais, une vision globale. Et de toute façon, je pense que même avec 50%, on n'aura pas avoir une vision globale. Parce qu'on est concrètement dans un trimestre, là, où justement on affronte tous les vents contraires et c'est très compliqué. Donc vous aurez les bons, vous aurez les mauvais élèves, et c'est à chaque histoire va être différente. On l'a vu même dans les banques, et pourtant je ne suis pas les banques, mais les banques, on voit bien qu'en fonction de leur métier, si elles sont plus dans le trading ou dans le corporate investment, ou ça, voilà, ça peut être très différenciant. Ce qu'on sait, c'est que le soutien du consommateur américain, il est là, mais il est peut-être aussi un peu différent. Donc, chacun va avoir sa propre histoire et ses obstacles à dépasser. Et évidemment, il y en a certains qui... pour le moment, ça se passe plutôt pas trop mal, effectivement. On est dans un ratio de 75% de surprises positives sur les bénéfices par action. C'est un ratio tout à fait classique. C'est pas... mais les analystes ont fait leur travail aussi de revoir à la baisse, et les consensus se sont ajustés déjà depuis 18 mois. Donc, heureusement qu'il y a quand même on est sur des surprises positives parce qu'on avait revu à la baisse les attentes. Les attentes, c'est une décroissance, c'est une petite croissance sur les earnings pour le S&P 500, un petit peu au-dessus de 2% pour ce trimestre. Mais si vous prenez que le S&P Growth, comparé à la value, c'est une décroissance qui est attendue, de près de 8%, ou même au-delà de 8%. Donc oui, il y a eu ce chemin qui a été effectué, heureusement. Voilà. La vraie question, c'est de savoir si ce chemin il a été effectué complètement et si le marché a pricé effectivement cette décroissance ou ce ralentissement. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'il faut craindre, ou en tout cas, est-ce qu'il faut s'attendre à des nouvelles moins positives pour des publications d'entreprises un peu plus industrielles, pour des cycliques ? Là aussi, c'est... ça va dépendre de l'histoire de chaque... oui, absolument. Oui. Évidemment, vous avez vu, un des champions de la défense, Lockheed Martin, a très très bien publié le titre, et ça a d'ailleurs fait monter tout le secteur là, il y a quelques jours. C'est clair qu'il y aura des industries qui seront peut-être moins favorisées. Là, on peut penser que la construction, alors qu'on avait eu un boom spectaculaire, que tout ça va reculer, qu'il y a un problème aussi de marge. Évidemment, avec les coûts entrants qui ont augmenté fortement et qui se répercutent petit à petit, parce que ça lag, tout ça. Enfin, il faut du délai. Donc, c'est aujourd'hui et sur le prochain trimestre qu'on va... effectivement, il y aura de la disparité.
On peut, donc j'ai bien compris le message qu'il ne faut pas généraliser. J'essaye pourtant, c'est trop tôt pour dire qu'il y a quand même une résilience de l'économie américaine dans un contexte de hausse des taux de la Fed, du fait qu'on ait des résultats qui sont plutôt bons. Ouais, moi, je vais plutôt saluer la résilience des industriels et des management et des sociétés, des corporates et de l'économie privée, effectivement, qui manœuvrent dans des eaux troubles. Dans des eaux troubles. Voilà, oui, absolument, tout à fait. On peut y voir quand même de belles choses, comme vous le soulignez avec Hermès ou LVMH ou d'autres sociétés. Ouais. Et alors justement, sur le secteur du luxe français, la crainte, c'était de pouvoir continuer à vendre en Chine alors qu'on était face à une politique zéro Covid. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas tellement une crainte. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un effet change qui est hyper favorable pour le luxe. Parce que quand vous avez un euro qui s'est déprécié face au dollar depuis le début de l'année, déjà, ces sociétés ont du pricing power par définition. Donc ça, c'est très bien. Donc, elles sont quand même un peu plus protégées, elles ont plus de marge de manœuvre pour maintenir leur niveau de marge. Mais avec, en plus, un euro qui s'est affaibli largement, et y compris surtout contre le dollar, mais aussi d'autres monnaies, ça leur donne, je dirais là, un renfort supplémentaire, un atout supplémentaire pour préserver leur marge. Florian Yelpo, même question sur cette saison des résultats, peut-être un petit peu plus générale. Comment est-ce que vous l'analysez, ce début de saison des résultats où j'avais presque envie de le mettre en regard aussi avec les chiffres de la production industrielle aux États-Unis qui progressent légèrement. On voit que la production industrielle progresse, que les résultats sont bons. On a envie de généraliser, même s'il ne le faut pas, j'ai bien compris, mais de se dire que l'économie américaine est quand même résiliente dans un contexte où la Fed a commencé à augmenter ses taux depuis plusieurs semaines. Oui, bien sûr. L'économie américaine et l'économie européenne sont assez fortes aujourd'hui. Et ce n'est pas une très, très grande surprise. Je vous rappelle la taille des packages fiscaux qui ont été déployés au cours de 2020 et 2021. C'est de l'ordre de 10 fois le critère de Maastricht sur chacune des zones, sur 2 ans. Donc on a importé 12 ans de croissance du futur qu'on a injecté entre 2020 et 2021. Ne soyons pas surpris que les États-Unis supportent bien une montée de l'inflation, une montée des coûts, une montée des taux et ne commencent qu'à peine à nous montrer quelques signes d'essoufflement. Les indicateurs les plus avancés de l'économie, eux, commencent à montrer une direction, ça commence à aller vers le sud. La question, c'est est-ce qu'on y va vraiment? De combien on y va? Et qu'est-ce qui est déjà reflété dans le prix des actions? C'est ce que disait Virginie. Cette saison... Mais ça veut dire, ça veut dire qu'on consomme la croissance future actuellement, c'est ça ou... Ah oui. Oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Oui. Le patrimoine des ménages américains, on le voit assez bien. On traque ça moins bien dans le cas de l'Europe, mais il est très, très au-dessus aujourd'hui de ce qu'il était en 2019. Il est 7% au-dessus de là où il était en 2019, alors que l'inflation est en train de le grignoter, alors que les hausses de taux sont en train de le grignoter, et alors qu'une part de cet argent est allée en cryptocurrency et également dans les actions. Donc oui, on consomme aujourd'hui de la croissance future financée par la Réserve fédérale américaine, par la Banque centrale américaine. Ça, c'est assez clair, c'est la même chose en Europe. Donc effectivement, il y a de la croissance. Le troisième trimestre reste plutôt bon, mais c'est cohérent avec les indicateurs économiques qu'on a vus. La production industrielle est aussi plutôt un chiffre qui regarde vers le passé plutôt qu'un chiffre qui regarde vers le futur. C'est aussi cohérent avec ça. La question, c'est quid du quatrième trimestre? Est-ce qu'on pourrait voir une contraction des résultats? Pour l'instant, ce qu'on n'a pas encore dit, à moins que je l'ai raté, mais la croissance du chiffre d'affaires les entreprises américaines restent fortes. Elle est portée par l'inflation et elle est portée par la résilience de l'économie américaine. Le moment où l'impact de la Banque centrale américaine, des hausses de taux de la Banque centrale va commencer à se faire sur l'économie, on va à la fois ralentir l'inflation et les quantités vendues, donc la croissance réelle. Là, est-ce que ça va tenir? Comment ça va tenir? Et est-ce qu'on le reflète bien aujourd'hui? Les analystes ont commencé à réviser, les spreads de crédit ont commencé un petit peu à se tendre également. Voilà, on se prépare tous à ce moment-là. Et c'est là que nos avis divergent en général. Donc ça veut dire que, quelle que soit la bonne nouvelle, en fait, on attend la mauvaise nouvelle pour considérer qu'on est en face de la vraie réalité, c'est ça? Le sentiment est partagé. C'est qu'effectivement, quelle que soit la bonne nouvelle, on attend la mauvaise nouvelle. Et en même temps, on est tous sous-exposés au marché globalement. Enfin, ceux qui ont la liberté d'être exposés ou non au marché, en tout cas, le sont moins aujourd'hui. Donc le sentiment est très pessimiste.
et en même temps, on peine à convaincre ce sentiment, on peine à lui redonner de l'optimisme. Aujourd'hui, c'est un cas assez clair. Maintenant, cet extrême pessimisme mis en face de plutôt bonnes nouvelles, de cette résilience, pourrait ouvrir la porte d'un rallye jusqu'à la fin de l'année. D'accord, il y aurait de quoi nourrir un rallye de fin d'année assez clairement. Le sentiment est extrêmement pessimiste. Il est aussi pessimiste qu'en 2008, qu'au cœur de 2008. Là, on est potentiellement aux portes d'une récession. On n'est pas au cœur de 2008 encore. On n'a jamais eu autant peu de journées positives sur le S&P 500 depuis 1974. C'est-à-dire qu'on est en journée positive depuis le début de l'année sur le SPI, c'est 42%. Voilà, et c'est assez inédit. Et on en a une aujourd'hui alors que les taux longs américains progressent également. On en a une aujourd'hui, et c'est vrai qu'on pouvait le noter que là, il n'y avait pas l'espèce de corrélation. Il n'y a pas eu d'effet balancier pour le coup. Oui, alors bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est bon. Voilà, est-ce que Zakaria Darwish, vous savez ce que ça veut dire? Non, voilà. Je dirais que la saison de résultats, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, sauf pour la Fed, qui, elle travaille pour ralentir. Bien sûr. Moi, je suis très surpris, en fait, de la faiblesse de l'élasticité de la demande. Aujourd'hui, parmi les entreprises qui ont soit publié, soit guidé, on voit par exemple les compagnies aériennes. On entendait tous les gens se plaigner des prix des billets d'avion, mais en fait, ils ont eu une superbe année. Finalement, oui, donc les gens se plaignent, mais ils les achètent quand même. Voilà, exactement. Et du coup, ça, c'est un mauvais signe pour la Fed, parce que concrètement, quand on regarde l'inflation aux États-Unis, aujourd'hui, elle est portée par 2 ou 3 grandes choses, donc l'immobilier notamment, mais aussi beaucoup les services. Et donc ça veut dire que, en fait, justement, comme le patrimoine des ménages est de plus en plus élevé, les consommateurs acceptent de payer un prix plus élevé. Et donc ça va être encore plus dur, ça complique encore plus la mission de la Fed, et ça le poussera à continuer, en fait, sur ce chemin de remontée des taux d'intérêt. Mais le patrimoine des consommateurs, il est plus élevé pour tout le monde. Je voyais quand même que le marché immobilier était de plus en plus tendu, que les loyers étaient de plus en plus élevés, donc ça vient grignoter le patrimoine quand même. Les loyers, pas la valeur. Les loyers, effectivement. Oui. Voilà, en fait, il y a un très fort décalage sur le marché de l'immobilier aux États-Unis en fonction de quel indicateur on regarde. Là, en l'occurrence, par exemple, pour l'inflation, ça contribue toujours positivement, alors qu'on sait que les prix ont commencé avec des signes de faiblesse. Mais ça, c'est lié à la méthodologie du calcul. Quand on regarde certains indicateurs, on est encore en stabilité, et d'autres s'effondrent complètement. Donc, effectivement, le marché de l'immobilier, c'est le grand point d'interrogation. On sait que, justement, sur l'inflation que la Fed essaie de combattre, c'était un des gros chevaux de bataille. Je pense que clairement, on est quasiment en mission accomplie dans un horizon, on va dire, de temps intermédiaire. D'accord. Mais quel va être l'impact au général sur toute l'économie? Effectivement, est-ce qu'il va y avoir un effet richesse qui va jouer, enfin plutôt effet pauvreté, une baisse de la valorisation qui va pousser les ménages à épargner plus? On n'y est pas aujourd'hui. On n'y est pas aujourd'hui parce qu'il y a de l'excès d'épargne, justement, et du coup, en fait, on n'a pas encore ce ralentissement auquel on s'attendrait pour l'économie américaine. Un mot peut-être du marché obligataire. Donc effectivement, on a fait la transition avec le S&P 500. Zakaria Darwish, les taux longs aux États-Unis ont fortement progressé aujourd'hui. Alors quand on regarde avec ce qui s'est passé dans l'actualité, on peut faire le lien potentiellement avec une déclaration du président de la Fed de Minneapolis, mais c'est sûrement plus large que ça, avec cette idée en tout cas que la Fed va augmenter ses taux en novembre, potentiellement en décembre aussi, 2 fois 75 points de base. En tout cas, c'est ce que semble pricer le marché. Première question, comment est-ce qu'on décrypte cette journée sur le marché obligataire? Et deuxième question, est-ce qu'un taux terminal de la Fed à 5%, c'est un taux qu'on peut considérer comme définitif ou ça peut encore continuer à évoluer? Alors, deux questions. Oui. On commence par la première. Alors, pour la première, je pense qu'il faut, surtout cette année, il ne faut pas beaucoup lire dans les mouvements journaliers de taux d'intérêt. Très bien. Parce qu'il y a une énorme volatilité sur laquelle on ne trouve pas forcément des fondamentaux. Donc, ça peut être des technicals, ça peut être un acheteur particulier, une couverture de position qui fait décaler un marché. Ou par exemple, quand il y a des émissions du Trésor, il y a des effets techniques là-dessus également. Donc, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les taux longs montent. La tendance, par contre, à la montée des taux d'intérêt, on la comprend, parce qu'on a ce repricing en fait, de taux d'intérêt, justement du taux terminal où irait la Fed, où il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'année, on le voyait plutôt bien plus bas, un minimum de points plus bas que cela. Bien sûr. Et
on pensait aller à un taux neutre de l'économie, alors que là, en fait, on est plutôt sur un territoire fortement restrictif. Donc 5%, c'est important. Il faut y rajouter au moins deux hausses de taux, donc 50 points de base, équivalent à tel que la Fed qualifiait au fait son programme de vente d'actifs, donc son quantitative tightening. Donc on est à 5,5 grosso modo. D'accord. Donc 5,5, on est en territoire vraiment restrictif. Donc on peut penser que on n'ira pas beaucoup plus loin que ce niveau-là au niveau de la Fed, surtout si on commence à avoir cet effet de l'immobilier qui commence à se traduire sur l'inflation. Rappelons qu'il y a une chose qui se passe aux États-Unis qui ne se passe pas encore en Europe, c'est que l'inflation headline, l'inflation totale, a déjà atteint son pic. Elle est en train de rebaisser. Ce n'est pas le cas pour le corps, mais pour l'inflation totale, c'est le cas. Donc, en fait, ce sont des signaux qui poussent, en fait, qui peuvent pousser qu'on est plus vers la fin qu'au début du cycle de resserrement monétaire. Et on entend, donc on a eu Boulard, justement, qui déclare que, justement, il faut continuer à monter les taux, mais qu'à un moment ou à un autre, on va s'arrêter. Voilà, exactement. Il va falloir se poser des questions. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Il ne va pas falloir les rebaisser, il va falloir se poser des questions. Et notamment sur la durée, peut-être. Ouais. Florian Yelpo, sur cette situation, effectivement, sur le taux terminal de la Fed, quelle est votre vision un petit peu? Vous partagez ce que nous dit Zaccaria Darwish? Absolument. Au-delà de 4, c'est déjà énorme. Ça, c'est vraiment le premier point. Arriver à 5, c'est prendre un risque, en tout cas, avec la conjoncture. On n'arrête pas une récession en baissant les taux. Quand la récession se met en place, il y a des effets boule de neige qui vont se mettre en place dans l'économie et ça peut secouer les marchés et l'économie durablement. Maintenant, il va y avoir un moment où je pense qu'il y aura un arbitrage entre continuer à monter et garder les taux longs pour longtemps. Et garder les taux longs pour longtemps, ça peut avoir un effet assez fort sur la conjoncture économique sans pour autant, avoir un effet délétère sur la conjoncture économique elle-même. Et ça, c'est un élément qui peut nous amener aussi à repenser notre stratégie obligataire. Et ça peut justement nous permettre aussi de commencer à rajouter en fait des expositions sur les marchés obligataires, sur les marchés de la duration, de la sensibilité au taux, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. C'est encore très difficile aujourd'hui de dire j'ai envie d'augmenter mes expositions aux obligations d'État aux États-Unis. L'un des points que j'aimerais juste rajouter, c'est la hausse des taux en ce moment, elle s'explique à la fois par une hausse des taux réels, donc c'est-à-dire les taux nominaux en excès de l'inflation, de l'anticipation de l'inflation, qui a été une variable particulièrement importante pour les marchés actions américains, les marchés de la croissance notamment cette année. Et en même temps, depuis le début du mois, on voit les anticipations d'inflation à 10 ans aux États-Unis qui sont en train de monter. D'accord. Donc, il y a un message que le marché j'envoie gentiment à la Fed, qui est continuez de nous convaincre. On a besoin de voir que votre politique, elle est efficace. Le problème, c'est que quand on va voir qu'elle est effectivement efficace, c'est là où les résultats vont commencer à être un petit peu challengés, les spreads de crédit, le risque de défaut va se mettre à monter aussi un petit peu. Donc, il y a, un équilibre entre demander à voir et être servi. Virginie Robert, des taux à 5, voire 5,5, comme nous le disait Zaccaria Darwish, ce serait un environnement complexe pour les entreprises américaines si on reboucle sur la saison des résultats qu'on a commenté tout à l'heure. Il faut regarder les bilans. Voilà. Non, mais il faut regarder les bilans. Moi, d'avoir des taux... on a oublié, moi, je suis sur des marchés depuis plus de 30 ans, donc j'ai vécu des périodes avec de l'inflation. J'ai vécu cette période aussi de taux très bas que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Donc, quelque part, il y a cette opportunité, c'est presque un gros mot, là, de revenir à une situation plus lisible. Normale. Oui. Bon, et puisqu'on on a vécu 2 ans complètement d'anomalie, quelque part, quand même. C'est du jamais vu, ce qu'on a vécu. Donc, oui, alors ça pousse le trait un peu loin. L'inflation, il va falloir surveiller évidemment l'inflation par les salaires parce que il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est le point. Il y a l'immobilier, bien sûr, qui a réagi tout de suite, mais le point crucial est surtout aux États-Unis, l'inflation par les salaires. Sachant que l'emploi aux États-Unis, la gestion de l'emploi est complètement différente de chez nous. Et il y a une grande flexibilité. Bien sûr. Et donc ça peut arriver assez vite. Et on voit certaines sociétés qui sont dans leur politique de cost-cutting ou de moins embaucher, voire de débaucher, de licencier, sûr, de réduire la masse salariale. Donc ça, il va falloir voir si on a cet ajustement et sur les salaires. Donc
pour les entreprises, après, il faut regarder effectivement les cash flows et les capex, et puis la structure et le bilan. Et est-ce qu'une entreprise, dans sa volonté, dans sa stratégie d'investissement, a ce qu'il faut pour le faire? C'est un point effectivement très important. Et nous, c'est ce que nous regardons. Et tout le monde n'aura pas effectivement ce pricing power, cette capacité à augmenter les prix. Cette capacité d'avoir cette bonne exécution. Et ça, après, c'est notre travail, justement. Voilà. de choisir les sociétés, de faire du stock picking, exactement. Bon, il nous reste quelques minutes. C'est le moment où je vous demande, je continue avec vous, Virginie Robert. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel? Effectivement, on a l'impression que toutes les situations sont complexes. Quels que soient les marchés qu'on regarde, on est dans des situations complexes. Comment est-ce qu'on navigue dans ces marchés financiers? Alors nous, on est toujours long sur les marchés actions. Donc on a, et essentiellement sur les marchés nord-américains. C'est clair qu'il faut accompagner, c'est-à-dire que nous, on n'achète pas un marché, on achète des entreprises, on investit dans des entreprises. Donc on est amené à arbitrer nos positions parce que les entreprises, elles ont leur vie et elles vont évoluer en fonction de l'environnement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les avantages compétitifs. Donc ça tombe bien puisque c'est en général là que ça s'expose et ça s'exprime le plus largement. Donc c'est parfait. Bon, je pense que sur les valeurs croissance qui ont été largement attaquées, et pas depuis le début de l'année, il y a eu le changement de wording de la Fed en novembre 2021. Et puis même avant, on avait déjà une contre-performance. Je pense qu'il faut commencer à regarder parce qu'il y a des choses qui ont été quand même largement pénalisées. Donc le prix peut redevenir quelque peu attractif dans le marché. Donc il faut commencer, il faut y aller tranquillement, vraiment prendre son temps parce que c'est très compliqué, on manque de visibilité, c'est évident. Mais comme je dis toujours, le vrai juge de paix, c'est la qualité des résultats des sociétés. Donc nous, on continue dans ce sens, et ce qu'on regarde, c'est effectivement ça, et d'être diversifié. Voilà. Mais de commencer à remettre un peu de croissance, oui. Zakaria Darwish, même question. Qu'est-ce que vous regardez actuellement? Qu'est-ce qu'il y a dans votre viseur sur les marchés financiers aujourd'hui? Alors la première chose, c'est acter le fait qu'on est dans un changement de régime. C'est-à-dire qu'au niveau des volatilités de marché de taux, en particulier crédit, on est passé sur un régime très élevé. Donc quel que soit le pari, quels que soient les positionnements de portefeuille, ils sont plus modérés que ce que ça aurait pu être dans le passé. Après, nous, on regarde donc deux aspects. Le premier, c'est sur la duration, sur l'achat des obligations d'État. Et là, on commence à regarder les banques centrales qui sont plutôt en fin de cycle de remontée de taux d'intérêt. Donc il y a certaines banques centrales qui sont intéressantes à regarder, telles que l'Australie, l'Europe de l'Est, les Nordiques. Et puis bientôt les États-Unis. Et puis sur le marché de crédit, il nous semble que le pricing est assez pessimiste. Donc par exemple en Europe, le marché de crédit anticipe une entreprise sur 3 sur le segment yield qui fait défaut dans les 5 prochaines années. Ça me semble beaucoup. Avec la volatilité actuelle, ça peut aller bien plus loin. Mais dans une logique d'achat à moyen terme, ça a du sens de rentrer du crédit aujourd'hui. C'est vrai que le crédit, on n'en a pas beaucoup parlé, on en reparlera une prochaine fois, mais effectivement. Et Florian Yelpo, pour finir, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel? Alors, je vais être le plus pessimiste de tous. Dans nos fonds multi-actifs, on a aujourd'hui 70% de cash, 70%. Donc donc vous êtes sorti. Voilà, on est plutôt hors du marché et ça a été un peu notre biais d'investissement de l'année. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On est remonté jusqu'à 50-60% de cash, donc on a pu diminuer ce coup-là. Mais pour l'instant, la balance, disons, entre les risques et les opportunités, elle est encore assez défavorable. Il nous faudrait un rallye assez marqué, je pense, sur les actions globales, sans discrimination entre styles, pour commencer à en remettre. Maintenant, si on rebase ça, on regarde juste l'allocation qu'on a entre actions et obligations, on voit la montée de la volatilité des actions, donc des obligations, pardon. Donc on a encore moins d'obligations que d'habitude, quelque part. Pour l'instant, c'est là où on en est. C'est là qu'il va y avoir cette fourche entre récession, pas récession, récession, obligation, pas récession, retour action. On est en stand-by pour le moment. En attente de voir comment la situation évolue, quoi. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir nous accompagner dans Smart Bourse. Merci Florian Yelpo, responsable de la macro pour Lombard Odier Investment Management. Virginie Robert, présidente de Constance Associés, et Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux crédit chez CPRM. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème.